Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce numéro spécial fête. Joyeux Noël, Brenda. Joyeux Noël, Cricket. La fin d'année rime avec repas de famille et remarques désobligeantes sur l'assiette ou le poids et très souvent avec les bonnes résolutions que l'on ne suit jamais. Aujourd'hui, on s'attaque à ces questions de résolution. Qu'est-ce que ça vaut? Pourquoi on ne les tient pas? Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? On parlera également des régimes et pourquoi il est préférable de les oublier. Janvier, c'est souvent l'occasion de se mettre au sport. Vous m'avez posé plein de questions sur ce sujet et notamment, puis-je faire du sport si je suis en situation d'obésité? Pour répondre à ces questions, je serai accompagné de Julia Filastre qui est enseignante en activité physique adaptée. Et enfin, je recevrai Alizé Poilpré qui est psychologue et qui vous aidera à appréhender les repas de famille et surtout les remarques sur le poids et l'assiette. Riche programme, donc prends un thé, ton plaid et profite, c'est parti. Beaucoup de personnes se mettent au régime à la rentrée, très mauvaise idée. Il y a une étude qui est à prendre avec des pincettes qui montre que 80% voire 95% des personnes reprennent du poids 2 à 5 ans après avoir terminé un régime. Étude à prendre avec des pincettes parce qu'on ne suit pas réellement les patients jusqu'au bout, il y en a qui quittent le circuit de l'étude, etc. Néanmoins, de ce que je vois en consultation et ce que voient mes collègues également, il y a souvent une reprise de poids. Pourquoi? C'est une question d'effet yo-yo très souvent. L'effet yo-yo, pour l'illustrer, on va essayer d'imaginer des petits ballons. Ces petits ballons, en fait, ce sont vos cellules graisseuses. Quand vous allez faire un régime, vous allez exercer un déficit calorique qui est souvent un petit peu extrême. Je parlerai des conséquences juste après. Quand vous faites ce régime, en fait, ces petits ballons qui sont remplis de graisse, vous allez les vider. Le problème, c'est que ces petits ballons ne disparaissent pas. Le seul moyen de supprimer les cellules graisseuses, ça serait la liposuction. Il y a peut-être mieux comme solution. Le poids est la conséquence de plusieurs facteurs. Quand on fait un régime, on s'attaque uniquement au poids et pas aux problèmes de fond. Le résultat, souvent, c'est qu'on arrête tous ces efforts, on n'a pas résolu ces problèmes de crise d'hyperphagie ou de simple compulsion et on va reprendre du poids. Toutes les carences et la frustration, surtout, vont faire qu'on va manger d'autant plus. Quand on perd beaucoup de poids, il y a un effet sur les hormones, j'y reviendrai juste après. Ces régimes ont tendance à augmenter la faim. Il y a également les craquages qui vont être de plus en plus nombreux et intenses. Résultat, les petits ballons, vous les regonflez et quand ils sont pleins, vous en créez d'autres. Et c'est pour ça qu'on prend de plus en plus de poids. Effectivement, comme je disais juste avant, les régimes ont des conséquences sur les hormones. Première conséquence sur les hormones, le cortisol, l'hormone du stress. Plus vous allez vous mettre en régime, plus ça stresse le corps d'une. Et ça vous stresse également, vous aussi, à cause de toute la frustration. Le risque d'une augmentation de cortisol, c'est une hyperinsulinémie, une hyperglycémie qui va vous donner potentiellement des envies de sucre, dérégler le métabolisme des glucides et favoriser le stockage du gras au niveau de la ceinture abdominale. Le cortisol joue également un rôle dans la rétention d'eau, ce qui peut provoquer une prise de poids plutôt hydrique. Quand vous perdez du poids, donc surtout de la graisse, il y a une incidence sur la leptine qui est une des hormones de faim et de satiété avec la gréline. Quand vous allez perdre de la graisse, il va y avoir une diminution de la synthèse de leptine, ce qui va indiquer à votre cerveau que vous êtes affamé. Là, c'est le risque d'avoir des fringales. Enfin, le déficit calorique et le régime plutôt extrême va avoir une incidence sur la gréline qui va augmenter naturellement l'appétit. Ne parlons même pas des hormones thyroïdiennes. Il faut savoir que la thyroïde, c'est un peu le chef d'orchestre de tout l'organisme et quand l'activité diminue, c'est un peu l'hypothyroïdie et tout ralentit, y compris la perte de poids, ce qui favorise aussi le stockage. L'incidence des régimes, là, c'est souvent qu'on va avoir une carence de glucides et de micronutriments comme l'iode, etc., qui vont faire que cette thyroïde diminue son activité et donc la synthèse d'hormones thyroïdiennes. Enfin, la restriction calorique diminue la libération de CCK et de peptides Y. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces hormones-là sont sécrétées par la présence d'aliments dans l'intestin. Tout ça, ça a un effet sur les sensations de satiété qui sont du coup diminuées. L'autre effet pervers des régimes, c'est souvent qu'ils vont diminuer la masse musculaire. Rappelez-vous, j'en parle dans mon podcast que vous pouvez trouver en lien dans la description. Je parle de ma recomposition corporelle et de l'erreur que j'ai fait avant de tout réduire. Effectivement, quand on limite les protéines, qu'on se surentraîne, etc., il y a un risque de fonte musculaire et qui dit moins de masse musculaire dit chute du métabolisme. Donc en général, quand on fait un régime assez draconien, on a tendance à plus perdre de muscles, d'eau que de gras, malheureusement, et tout ça a une incidence sur le métabolisme. Là, vous allez me dire, peut-être qu'il y a un régime qui est un peu plus favorable que les autres. J'ai envie de vous dire que c'est un peu tous les mêmes. Que ce soit le régime cétogène, on va consommer beaucoup plus de graisse et de protéines au détriment des glucides que l'on limite beaucoup et qui peuvent induire des troubles alimentaires et des pulsions sucrées notamment. Que ce soit le jeûne intermittent où on réduit la fenêtre de prise alimentaire, ce qui induit un déficit calorique, en fait, c'est tout pareil. Le point commun de tous ces régimes, c'est le déficit calorique. Que vous supprimiez les protéines, les lipides, les glucides, c'est
un peu toujours pareil. Il est essentiel d'équilibrer tout ça. C'est pour ça qu'on conseille d'être accompagné par un diététicien nutritionniste. Aussi, comme je l'ai déjà abordé dans la première émission, on ne choisit pas forcément son poids et parfois il y a un travail à faire là-dessus. Donc effectivement, si on est dans une famille de personnes en surpoids ou en obésité, il y aura beaucoup plus de difficultés. Ce n'est pas insurmontable, mais parfois il faut aussi accepter de ne pas avoir un poids rêvé, mais d'avoir un poids d'équilibre. Pour rappel, le poids d'équilibre, c'est le poids qu'on conserve le plus naturellement possible, donc sans déficit, sans aller 3 fois par jour à la salle de sport, sans compulsion alimentaire ou troubles alimentaires, à quelques kilos près qui sont dus à de la rétention d'eau, à des mouvements d'eau la plupart du temps à cause des règles, de la chaleur, etc. Il faut vraiment voir le poids comme une bouée. Quand vous voulez immerger une bouée dans l'eau, il faut constamment exercer une pression. Le poids, c'est exactement la même chose. Si vous voulez descendre à un poids rêvé, il faudra toujours exercer un contrôle alimentaire, contrôler les quantités, contrôler l'activité physique, etc. Ça, c'est uniquement si vous voulez arriver à votre poids rêvé. Pour le poids d'équilibre, quand vous vous rapprochez de vos sensations au plus près, que vous faites du sport plaisir, que vous gérez le stress, etc. En fait, on arrive à maintenir un poids qui est le nôtre, que l'on ne décide pas forcément, beaucoup plus facilement. Encore une fois, tout est possible, on peut avoir un poids rêvé. La question à se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup, et notamment sur la santé physique comme la santé mentale. Donc là, vous allez me dire, si je peux pas faire de régime, comment je perds du poids? Donc effectivement, pour perdre du poids, il faut forcément un déficit calorique. Mais la première des choses à faire, vraiment, c'est de trouver la cause de la prise de poids, et pour ça, je vous invite à regarder l'émission 1 que vous avez peut-être ratée. Et l'idée, surtout, c'est de se faire accompagner par un professionnel de santé, un diététicien qui pourra vous faire un plan alimentaire si vous êtes plutôt dans ce contrôle-là tout en apprenant à être flexible, ou un diététicien qui est plutôt orienté vers la psychonutrition pour vous apprendre à réécouter vos sensations de faim, de rassasiement et travailler sur l'humain plutôt que sur le poids. Vous le savez, je suis diététicien et le premier motif de consultation est la perte de poids, même si un diète est fait pour faire plein d'autres choses. Souvent, au mois de janvier, c'est la prise de rendez-vous un petit peu compulsive parce que la motivation, c'est de perdre du poids. Ça, c'est une erreur, malheureusement. Pourquoi? Parce que quand on focalise uniquement sur le poids, on va droit dans le mur. Je vous donne un exemple. Prenons Manon qui veut perdre 10 kilos. Elle va focaliser uniquement sur le résultat. Sauf que Manon, elle a des problèmes au travail, elle a du mal à gérer son stress, du coup, en fin de journée, elle va compulser sur des aliments réconfort, gras, sucrés, etc. Elle sort beaucoup, elle a du mal à se remettre au sport parce que, par exemple, elle a été un petit peu traumatisée, comme beaucoup de personnes, par les cours d'EPS, et c'est un petit peu compliqué pour elle. Elle va mettre en place des choses et par contre, si le poids ne bouge pas et qu'elle voit que ça, elle va abandonner très vite. Moi, je le vois très souvent dans mes consultations. J'ai une approche plutôt psycho-nutrition, donc je parle beaucoup de motivation intrinsèque, de motivation pérenne, et tout le travail que je fais avec les patients de réapprendre à se connaître, de comprendre pourquoi on en est arrivé là, sans se fustiger, à apprendre à reconnaître ses sensations de faim, de satiété, d'émotion. Tout ça, ça prend du temps et c'est un temps nécessaire avant de pouvoir éventuellement perdre du poids. Et la conséquence, le plus souvent, même si je travaille sur la motivation, etc., et que je dis aux patients que ça va venir, les patients, des fois, je les revois plus parce que ça ne va pas assez vite en termes de kilos. C'est pourquoi il est indispensable déjà de voir autre chose que le poids. Le poids, c'est une motivation qu'on dit secondaire. Effectivement, du coup, si on reprend 500 grammes, 200 grammes, on abandonne et on abandonne pendant 6 mois. C'est foutu, j'y arriverai jamais, etc. À l'inverse, on a des motivations qui sont dites primaires et qui sont pérennes. Je vous donne un exemple avec l'éducation et la famille, par exemple. Peut-être que vous avez un ado qui vous a dit ta gueule, je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Là, quand ça arrive, vous n'abandonnez pas son éducation pendant 6 mois par peur que ça devienne un délinquant, etc. Là, c'est parce que c'est une motivation qui vous tient vraiment à cœur. Là, le but, en fait, quand on démarre une prise en charge avec un diète, on n'est pas tous à le faire, mais de plus en plus, et c'est ça qui est super positif. L'idée, c'est vraiment de trouver ces sources de motivation primaire, et là, dans ce sens-là, le poids, c'est la cerise sur le gâteau. Pour ça, il est indispensable de se poser une question, c'est qu'est-ce qui est important pour vous dans le fait de prendre soin de votre assiette et de votre corps? Là, la réponse qui vous vient forcément tout de suite, c'est je veux perdre du poids. Mauvaise réponse, celle-ci, on l'oublie. L'idée, ça va être vraiment de vous poser cette question plusieurs fois. Alors, on peut répondre perdre du poids, on va ajouter juste une question derrière, c'est pourquoi perdre du poids? Et là, on va avoir plein de choses qui vont ressortir. Je vais avoir moins mal aux articulations, donc là, on est plutôt sur de la santé physique, articulaire. Ça peut être aussi dans la sphère psycho-émotionnelle, familiale. Alors, je veux perdre du poids, certes, mais j'ai pris du poids parce que j'ai des crises d'hyperphagie. Là, si on fait intervenir la famille, on peut aussi trouver la motivation dans notre enfant. Voilà, je viens vous voir parce que je veux pas transmettre mes TCA à mon enfant. Effectivement, le travail va se porter sur cette thématique-là, et la personne, finalement, elle aura plus de crise d'hyperphagie et elle va perdre
perdre du poids. L'idée, c'est vraiment de travailler là-dessus, c'est de trouver votre pourquoi. Et là, ce qui va se passer, c'est que si on a la santé physique, la santé mentale, comme voilà, je veux mieux dormir, mieux digérer, je veux être plus en forme pour mon travail. Le travail peut être une valeur motrice aussi. Voilà, à chaque fois que je mange le midi, je mange beaucoup trop, du coup j'ai des coups de barre, j'arrive pas à me concentrer. La carrière peut en prendre un coup à long terme. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place des actions vers ces valeurs de santé articulaire. Le mouvement est ultra important, on le verra un petit peu plus tard. Je vais m'imposer au début, oui, d'aller marcher tous les jours ou quelques fois dans la semaine au soleil pour prendre l'air pour ma santé mentale. Je vais faire attention à cuisiner à l'avance. Et en fait, avec toutes ces actions, le poids, il finit par décoller. Le problème, encore une fois, c'est que si on focalise sur le poids, on ne verra pas tout ça. Quand une personne focalise sur « oh là là, j'ai pris 500 grammes », elle voit pas qu'elle dort mieux, elle voit pas qu'elle a réorganisé son temps et en fait, elle se félicite pas. Alors qu'il y a tellement de choses à féliciter sur l'organisation, sur le travail, etc., etc. Donc vraiment, j'insiste, l'idée, c'est pas focaliser sur tel poids, voilà, d'ici 6 mois, je vais faire 10 kilos en moins. Personne peut le savoir, même pas votre diététicien, on ne peut pas calculer un poids rêvé. Malheureusement, cette formule qui date des années 30, là, elle ne vaut rien. Mais l'idée, c'est vraiment de connaître votre pourquoi, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais tenir sur le long terme. À l'époque, quand je prenais des bonnes résolutions, il y avait tout le temps mise au sport, aller courir, etc. Vous m'avez beaucoup posé la question, est-ce que je peux me mettre au sport si je suis en surpoids, en obésité? Et aujourd'hui, c'est Julia Filastre, qui est enseignante en activité physique adaptée, qui va répondre à votre question. C'est parti. J'ai retrouvé Julia qui va nous parler d'activité physique adaptée aux personnes surtout en surpoids et en obésité. Bonjour Julia. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Julia, j'ai 24 ans, je suis enseignante en activité physique adaptée. J'ai été diplômée à Bordeaux en 2021 et maintenant je suis sur Toulouse pour une poursuite d'études. Ok, en diététique. C'est ça. Très bien. Une enseignante en activité physique adaptée, c'est quoi? Alors, le terme est un peu barbare, mais finalement, c'est pas si compliqué. Donc, enseignante en activité physique adaptée, c'est en fait prendre une activité physique, venir l'adapter à une personne, un profil, pour que la personne puisse vraiment s'épanouir dans la pratique et qui fait partie d'une prise en charge globale pluridisciplinaire. Là, si je t'écoute, en fait, j'ai l'impression que c'est comme un coach. C'est quoi la différence vraiment? La différence entre un coach et donc un enseignant en activité physique adaptée, ça va d'abord être que l'enseignant en activité physique adaptée, il travaille sur prescription. Ok. Donc, on va d'abord chez le médecin, vérifier qu'il n'y a pas de non-contre-indication, qu'il n'y a pas de problème. Il nous fait ensuite une prescription. On va venir prendre en charge la personne. Et comme dit, c'est dans une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, de manière générale, on va travailler avec des kinés, des psychologues, des diététiciens. C'est vraiment beaucoup plus global. Moi, je suis pas coach, donc je veux pas dire des bêtises, mais il me semble qu'un coach, on n'a pas besoin d'une prescription et qu'en fait, on va pas travailler sur les mêmes axes. Notre fil rouge, ça va bien évidemment être un objectif de santé, mais plutôt un coach de performance physique, alors que nous, on va vraiment être sur le bien-être et l'accompagnement. Moi, je pense surtout aux dérives. Alors moi, je suis diététicien et je vois tous les comptes Instagram qui fleurissent sur les coachs en nutrition, etc. Comment on fait pour trouver un vrai enseignant? Comment ne pas se faire avoir avec tout ce qu'on trouve sur Internet? Alors effectivement, moi aussi, je vois beaucoup, je signale beaucoup. Et il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez demander de voir le diplôme ou la carte professionnelle. Si la personne ne peut pas vous la présenter, vous pouvez aller sur le site de l'EAPS. Je vous mettrai le lien en description dans la bio. Où en fait, vous pouvez taper le nom et le prénom de la personne que vous avez en face. Et là, vous pourrez directement voir si la personne a une carte professionnelle. Et ensuite, pour les enseignants APA, vous pouvez, si vous trouvez pas ou que vous avez peur de vous tromper, vous pouvez aller directement sur le site de la SFP APA, qui là donc est la Société française des professionnels de l'activité physique adaptée. Petit peu long. Aussi. Oui. Mais voilà, au moins, c'est vraiment des sites gouvernementaux où tout est référencé. Tu me disais qu'il fallait une prescription. Est-ce que tout le monde peut en avoir une? Est-ce qu'il y a des profils particuliers? Qu'est-ce que tu vois le plus en... Effectivement, il y a des profils particuliers, c'est-à-dire qu'on va plus être sur les personnes qui vont avoir des ALD, donc des affections de longue durée, des maladies chroniques, des déficiences physiques ou mentales. Après, une personne qui va être effectivement en surpoids ou obésité, c'est une personne qu'on peut prendre en charge, puisque du coup, il va y avoir tout un accompagnement en fait. Et là, justement, on va pouvoir avoir une prescription pour du sport adapté. Vu que c'est sur prescription, du coup, il y a un remboursement, il y a quand même une part à régler. Alors ça dépend en fait. Je sais qu'il y a des villes où il y a des subventions, donc suivant le centre où vous êtes, si le centre a fait la démarche, il y aura une subvention, donc vous payerez moins cher. Malheureusement, si vous allez chez un enseignant APA qui a monté sa propre structure, son cabinet, il y a peu de chances que vous soyez remboursé. Donc effectivement, il va falloir prendre en charge cette dépense. Après, voilà, comme dit, faut se renseigner, faut voir le parcours de soins qui est proposé et il y a des remboursements qui existent. Donc on parlait justement des personnes en surpoids, en obésité. Moi, la question qu'on me pose le plus souvent, alors c'est soit la question est-ce que je peux faire du sport quand je suis en surpoids, en obésité, et il y a aussi directement, moi, quand on a des personnes qui sont en forte obésité, ils viennent me voir, c'est tout de suite, voilà, je peux pas faire de sport. On en est où sur cette question du coup? Stop.
Vraiment, c'est vrai. Enfin, moi aussi, j'entends beaucoup ça de mais je peux pas faire ça parce que j'ai ça. Enfin, beaucoup de problèmes qui au final peuvent être surmontés. Effectivement, nous, on prend en charge des personnes dans des centres d'obésité où il y a de l'activité physique adaptée et voilà. En fait, ça va vraiment être adapté à un profil, à une personne. Bien évidemment, mais mettez-vous au sport. C'est votre corps qui vous remerciera et il faut le faire. Donc là, pour une question de santé, finalement, santé physique comme santé mentale. Très souvent, dans mes consultations, j'ai parfois des personnes au téléphone. Voilà, à quoi je dois m'attendre si je viens vous voir. Une séance avec un enseignant, ça ressemble à quoi? Alors, si on part sur une première séance, on va d'abord avoir toute une étape de discussion, de questionnaire avec la personne pour vraiment connaître ses motivations, ses envies, son environnement familial, ses expériences, tout ça. On va vraiment venir adapter avec tout ça. Et parce qu'on va pas prendre une personne en lui disant tu vas faire 5 séances alors qu'en fait elle est pas du tout disponible, elle a un travail très prenant, des enfants. On va vraiment venir adapter tout ça. Ensuite, une séance, ça reste une séance d'activité classique, j'ai envie de dire, dans le sens où il va y avoir un temps d'échauffement, un temps de pratique. Après, on va faire un retour sur la séance et quelques étirements, ce qu'on appelle un retour au calme en fait. Okay. Et donc c'est là où on va venir débriefer tout ça de la séance, qui a plu, ce qui a pas plu, les points forts, les points faibles, et donc potentiellement améliorer pour la fois d'après. Là, tu me parles d'activité physique. Alors moi, de ce que j'avais appris il y a très longtemps, voilà, c'est soit la natation, soit le vélo, soit la marche ou voire la course à pied avec beaucoup de limites. Tu me dis activité physique, mais est-ce que les patients choisissent leur activité? Comment ça se passe? Alors, ça pareil, ça va dépendre. Effectivement, ça, c'est des sports un petit peu génériques. C'est-à-dire que quand je vous dis course à pied, de manière générale, tout le monde sait de quoi je parle. Il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. Donc, si vous débutez, c'est quelque chose qui va être facile à mettre en place. Donc, les personnes en surpoids obésité peuvent courir. De manière adaptée, bien évidemment. Tout le monde peut tout faire de manière adaptée. Donc, ça, c'est effectivement donc des sports génériques. Maintenant, non, moi, vous venez me voir, vous me dites, Julia, j'ai envie de me remettre à l'activité. Ok, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous plaît? Plutôt des sports collectifs, plutôt des sports individuels? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Quel est le matériel que vous avez soit à la maison ou moi sur place? Qu'est-ce que j'ai pour qu'on puisse travailler ensemble? Donc, en fait, oui, on va proposer ces sports-là de manière facile. À côté de ça, je peux vous proposer du tennis de table adapté, je peux vous proposer de l'escrime adapté. Enfin, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. On fait bien du rugby fauteuil, on fait plein de sports. Il faut vraiment pas les négliger puisque c'est justement dans une pratique que vous aimez, que vous avez envie de faire, que vous allez vous épanouir. Et être assidu surtout. J'aime beaucoup le discours. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux de personnes en surpoids, voire en forte obésité, faire du crossfit. Moi, de ce que j'ai vécu lors de ma première séance, j'y suis pas retourné, vraiment. J'ai souffert. J'ose même pas imaginer les articulations qui subissent déjà une pression à cause du poids. Qu'est-ce que t'en penses de cette pratique-là? Ce que je pense de cette pratique, c'est que c'est une pratique qui demande énormément de technique. D'abord, il y a des mouvements qui sont parfois difficiles et souvent les personnes vont vouloir charger une barre avant de pouvoir de savoir bien la manier, de bien savoir comment est-ce qu'on met l'angle des pieds, l'angle des mains, les coudes. En fait, tout doit être calculé pour éviter le risque de blessure. Donc moi, c'est pas une pratique vers laquelle j'orienterai de prime abord. Maintenant, dans une poursuite d'activité ou venir bien encadrer, l'adapter à une pathologie, pourquoi pas. Maintenant, commencer directement dans une salle de CrossFit, c'est pas ce que je conseillerais dès le début. Donc, si je comprends bien, on peut venir dans un cabinet et faire une mini séance de CrossFit en décortiquant les mouvements, en les travaillant, en faisant une séance au ralenti pour pouvoir y aller ensuite. Pas forcément au ralenti, puisque je dis pas qu'il faut faire lentement les mouvements, mais je dis surtout de bien les appréhender, savoir connaître toute la théorie avant de vraiment se mettre dedans, puisque voilà, comme dit, le CrossFit, ça regroupe énormément de qualités physiques. C'est vrai qu'il faut avoir de la force musculaire, une capacité pulmonaire, il faut être rapide, tonique. C'est pas des choses qui s'acquièrent en 2-3 jours. Ça demande vraiment plusieurs entraînements. Et là, c'est l'occasion de rappeler que le corps doit s'adapter et que on ne peut pas, dans tous les cas, qu'il y ait de problème de poids ou pas, espérer courir 15 km à la première sortie de running. Et j'en profite pour rebondir. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent quand elles me voient courir, voilà, j'aimerais courir, mais je peux pas. Voilà. Ça serait quoi la toute première séance que tu proposerais de façon générale? Toute première que je proposerais, ce serait de commencer par du fractionné. En fait, du marché-course ou tout simplement marche rapide, marche lente, puisqu'en fait, ça va permettre de venir commencer par muscler le cœur, le plus important évidemment, et ensuite de voir des efforts de voir des évolutions assez rapides. C'est-à-dire qu'on va commencer par peut-être 2 minutes de course, 2 minutes de marche, mais très vite, on va pouvoir diminuer le temps de repos et augmenter le temps d'effort. Donc ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir des résultats assez vite, et donc travailler sur l'estime de soi de la personne, la motivation, c'est hyper important aussi, à prendre en compte dans la prise en charge. Tu disais tout à l'heure effectivement que souvent les personnes veulent en faire beaucoup trop
tout de suite. Est-ce qu'il y a une quantité, quand est-ce que le sport ça devient trop en fait? Je dirais que le sport ça devient trop quand on pense plus qu'à ça. Dans le sens où en fait c'est bien de vouloir faire le premier pas et de se mettre au sport. Maintenant il faut pas vouloir faire des miracles sur une semaine et au final tout arrêter la semaine d'après. C'est vraiment la continuité, l'assiduité qui va faire qu'on va avoir des résultats et que ça va perpétuer. Trop de sport, je dirais que ça dépend vraiment du profil encore une fois. On va avoir des personnes qu'on va voir 2 fois par semaine. Il y en a d'autres on va le voir 4-5 fois où on va justement en fait sur la semaine jouer sur différentes intensités, tout ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut garder des temps de repos. Donc quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, non, c'est pas ce que je conseillerais. Maintenant, je dirais qu'il faut avoir au minimum 1 à 2 jours de repos. Le repos, c'est quand même très important. C'est là où votre corps il se régénère, les muscles se refont et c'est vraiment pas une période qu'il faut négliger. Si une personne devait se remettre au sport là au mois de janvier, tu conseillerais combien de séances en termes de durée? Alors j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et qui veulent se mettre à la course à pied, ça serait quoi l'idéal? L'idéal, je dirais que ce serait de commencer par 2 séances par semaine en alternant marche-course si on est vraiment sur un niveau débutant et d'augmenter progressivement diminution des temps de repos, augmentation des temps d'effort et ensuite si la personne se sent bien, a suffisamment de repos en respiration, etc. aussi, je suppose. Bien sûr, il faut qu'une personne puisse continuer à parler sur ses temps de repos. Il faut pas que la personne soit complètement essoufflée puisque là aussi du coup on va avoir un temps de récupération qui aura besoin d'être plus long. Donc si la personne commence là en janvier, commencer par marche-course et après 2-3 mois, une fois que les temps d'effort sont vraiment maîtrisés, passer à 3 séances et ensuite potentiellement rester sur 3 séances par semaine, c'est déjà un très bon rythme. Donc on y va crescendo et on n'hésite pas à rester sur une marche d'escalier pour pouvoir se donner de l'appui pour les prochaines. Bien sûr. Mon avis, c'est que en fait le sport, c'est tout un équilibre de vie. Si c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, il va falloir venir l'inclure dans son quotidien. Au début, ce sera considéré comme une corvée jusqu'à ce qu'en fait ça devienne une habitude et que le corps s'habitue et que ça devienne un peu comme quelque chose dont on peut plus se passer parce qu'il y aura beaucoup d'effets bénéfiques et de résultats attendus que du coup c'est là où en fait la pratique elle devient excellente puisqu'en fait on prend mais c'est juste du plaisir et du kiff. On essaye toujours de se pousser, d'aller de repousser ses limites, bien évidemment sans excès, mais c'est là où en fait ça devient bon. C'est ça qui est positif pour la santé physique et la santé mentale. Bien évidemment. Alors justement, je trouve ça super intéressant. Moi, quand j'ai demandé aux personnes quelles questions elles aimeraient te poser, on m'a beaucoup posé la question, quel résultat je peux espérer sur ma perte de poids, sur les kilos, au bout de combien de temps je vais perdre tant de grammes. Les gens connaissent ma réponse, c'est-à-dire qu'on fait pas du sport pour perdre du poids. Alors ça aide, mais c'est pas le but premier. Quels sont les résultats à espérer en premier hors poids? On a l'estime de soi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre de Tout positif? d'abord, après une séance, on va avoir le corps qui va se mettre dans une phase de récupération en relâchant des endorphines, de la dopamine parce qu'on va être satisfait de l'effort qu'on a fait. Donc d'abord un état de relaxation bien-être. Du coup, ça va avoir un effet sur le sommeil. De manière générale, on dort mieux après avoir fait un effort. Même avec 2 minutes de sport, on peut avoir cette estime, etc. qui augmente. Bien sûr, prenez quelqu'un qui a été alité, qui vient de se faire opérer, qui est resté pendant 1 mois assis, de pouvoir marcher rien que 2 minutes, ça peut être un effort incroyable. Même nous, parfois, je vois quand les étudiants restent assis toute une journée, juste d'avoir 15 minutes de pause, on est super heureux. Donc, faut vraiment pas négliger le moindre petit effort, mais il faut rester constant, assidu. Et voilà, donc du coup, je reprends sur le sommeil. Comme quoi, on va avoir des effets sur le sommeil, on va avoir des effets sur l'estime de soi. On est content de l'effort qu'on a fourni, du petit pas qu'on a fait et qui deviendra des grands pas par la suite. On s'est rejoint un petit peu ce que je vous disais en première partie d'émission, c'est-à-dire que quand on occulte un petit peu le poids, on arrive à voir tous les effets positifs. L'idée, c'est de s'y mettre. Effectivement, au début, c'est une sortie de zone de confort, mais ça vaut vraiment le coup. Et vous voyez aujourd'hui qu'on peut vraiment adapter l'activité physique en s'entourant. Donc, je parle souvent d'équipes pluridisciplinaires, médecins, diététicien. On a l'enseignement en activité physique adapté aussi, la psychologie. Donc n'hésitez pas de vous entourer. Je vais vous remettre en lien les sites pour trouver tous tes collègues. Bien sûr. Pour que les personnes en France puissent consulter. Merci Julia. Merci beaucoup. Sur mes réseaux sociaux, vous êtes nombreux à me parler de vos craintes vis-à-vis des repas de Noël qui approchent concernant les remarques sur le poids et l'alimentation. Aujourd'hui, j'accueille Alizé Poilpré qui va vous aider à appréhender tout ça. Je crois que ça nous concerne tous. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois pendant les repas de Noël, ces remarques sur l'assiette. T'es sûr que tu vas vraiment te resservir? T'as pas un petit peu grossi? Toutes ces remarques qui entachent l'estime de soi et qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Aujourd'hui, je suis avec Alizé Poilpré. Hello Alizé. Salut. Et on va parler justement des commentaires de la famille, leur impact sur l'estime de soi et du coup, comment s'en détacher. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, du coup, je suis Alizé Poilpré, je suis psychologue en ligne maintenant à mon compte et globalement, je prends plein de choses en charge. Je suis spécialisée en TCC et en addictologie et du coup, je suis fortement sensibilisée à la psychonutrition et j'anime d'ailleurs des ateliers sur Toulouse.
Et voilà. On rentre dans le vif du sujet. Quels sont les effets psychologiques de toutes ces remarques ? Je crois que tu l'as dit, ne serait-ce que dans ton introduction, c'est sur l'estime de soi. Globalement, il faut se rendre compte qu'on construit l'image qu'on a de nous quand on est enfant, adolescent, petit bébé à travers l'image que les autres vont avoir de nous. Du coup, à travers le regard, les commentaires. Donc petit à petit, en fait, je pense que plus on entend des commentaires, plus ça va s'automatiser et on les intègre. Et puis du coup, ça va créer une image qu'on a de soi, du monde, des autres, de la relation qu'on entretient avec eux. Bon, du coup, clairement, je pense que si on cumule dans notre enfance des commentaires sur ce qu'on mange, sur la manière qu'on a de manger, sur notre corps, etc., en fait, ça va juste s'automatiser. Ça me fait penser, j'ai beaucoup de patientes en fait qui intègrent le fait, par exemple, qu'elles sont la gourmande de la famille. J'appelle et du ça coup, le jeu des étiquettes. Ouais, alors, exactement. C'est mon étiquette. Et la conséquence, moi, ce que je vois le plus souvent, c'est vraiment, voilà, je suis la gourmande, donc, de toute façon, je vais reprendre la part de gâteau, pensée permissive. Du coup, donc ça, c'est aussi, je pense, une conséquence. Comment on peut se prémunir de tout ça ? Je pense que avant de pouvoir réussir à s'affirmer auprès des autres, je pense qu'il faut déjà faire un travail sur soi. C'est un peu cliché de dire que la psychologue, il faut aller voir une psy, mais je pense que c'est assez vrai, ou en tout cas le faire accompagné par des amis ou autres, mais c'est déjà revoir son rapport à l'alimentation, son rapport à soi, que ce soit avec un diététicien aussi, en fait, travailler vraiment tout le rapport qu'on va entretenir, parce que si on n'a pas de prise de distance sur ça, comment on va pouvoir aller après s'affirmer auprès des autres? Donc je pense que c'est vraiment ça, revoir notre rapport à la nourriture et à soi, c'est un peu finalement déconstruire notre identité finalement. Justement, pour déconstruire l'identité, ça serait quoi tes conseils? Souvent, moi, je parle de se détacher un petit peu du corps. Moi, ce que je dis déjà, c'est revoir que notre corps, il est là pour fonctionner, nous porter, nous permettre de les besoins primaires, mais aussi donc de manger finalement. Du coup, de manger, effectivement, de dormir, de faire notre travail, etc. Du coup, c'est revoir à quel point notre corps, est-ce qu'il est fonctionnel ou pas, tel qu'il est. Ça paraît peut-être un peu gnangnan, mais le remercier pour ce qu'il nous apporte, parce que finalement au quotidien, quand on a un corps fonctionnel, il est quand même là. Je crois que c'est aussi un peu faire le point de qui on est. Enfin, je veux dire pas que notre corps, mais on n'est pas qu'un corps et une image, on est des personnes avec des valeurs déjà, des choses qui sont importantes pour nous, des qualités, aussi des défauts, mais je veux dire juste qui on est, qu'est-ce qu'on aime, etc. Je pense que déjà ça va vraiment créer une espèce de socle un peu solide en soi qui fait que on peut s'affirmer. On peut s'affirmer après, ouais. Tout à l'heure, tu me parlais d'affirmation de soi. Il fallait d'abord se connaître, augmenter l'estime de soi pour pouvoir s'affirmer. Est-ce que tu aurais des conseils pour pouvoir contrer toutes les remarques qu'on peut recevoir sans abîmer la relation avec la famille ou mettre une mauvaise ambiance au repas de famille, justement? Compliqué, hein. Alors clairement, je mets une petite parenthèse avant de commencer. Ça va être très facile ce que je vais dire. Bien évidemment, ça se travaille. Je pense que ça prend des étapes. Mais déjà, il y a des techniques de communication qui existent. On va pouvoir aller s'affirmer. Pour moi, l'affirmation de soi, c'est vraiment comment je peux exprimer ce que je pense et ce que je ressens, tout en respectant l'autre. Et du coup, ça va être déjà de pouvoir formuler. Ça peut être de formuler ce qu'on ressent face aux commentaires. Je sais pas, l'exemple qui me vient, c'est si je reçois un commentaire à table de ce que je mange ou pas, ça peut être quelque chose comme je comprends que tu fais pas forcément ça pour me blesser, mais moi quand tu exprimes ça, ça me fait culpabiliser, ou ça me rend triste, ou je me sens pas soutenue dans ma démarche, parce que des fois on peut parler des démarches qu'on peut faire vis-à-vis de la prise en charge alimentaire, etc. Je pense que ça peut être des phrases comme ça. Après, je pense qu'on pourrait avoir des vrais tips, parce que pour Noël, ça va être soit on va nous demander, on va faire un commentaire sur mais si, vas-y mange, parce qu'il y a ça un peu ce truc. Du coup, si tu m'aimes, resserre-toi. Exactement. Du coup, je pense qu'il y a vraiment, moi ce qui m'était venu, c'est vraiment c'était délicieux. En plus, merci d'avoir préparé ça pour nous. Je pense qu'il faut vraiment valoriser l'autre dans ce qu'il a fait. Mais par exemple, pour ma part, j'ai plus faim. Et si la personne elle insiste, c'est de dire, moi j'appelle ça la technique du disquerie, c'est-à-dire je répète ma phrase. Comme je t'ai dit, je n'ai plus faim. Et c'est de décaler. En fait, c'est de faire une proposition un peu à l'autre qui se sente pas mis de côté. Finalement, on négocie, on peut négocier en proposant de mettre le reste du plat en tupperware plus tard. Exactement. Ça fait plaisir. J'ai mon plat, t'es contente, je le prends, mais je le mange plus tard quand j'ai envie. Et puis là, en fait, on honore la famille et nos propres besoins. Et là, l'estime de soi, elle augmente. C'est exactement le mot auquel je pensais. C'est pour honorer ton plat, laisse-moi le manger quand je veux. En fait, c'est un peu ça. Donc ça, c'est un super conseil. Qu'est-ce qu'on fait quand, tout à l'heure, je réagis à ce que tu disais tout à l'heure, on a tous dans la famille, c'est l'oncle un peu relou, etc., qui n'arrivera jamais à nous soutenir, que ce soit dans nos pertes de poids, dans des sujets politiques, etc. Tu veux te retrouver dans cette piole de chiasse pour voir comment le ton a malmené, modifié. T'as pas un plan plus à la mort moelle pour les faire en famille comme ça tous ensemble là? Antoine,
Non mais je dis pas ça pour t'insulter, oui, mais... On entend souvent sur les réseaux sociaux en ce moment, voilà, si ta famille elle est toxique, on la quitte. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois que c'est très complexe comme sujet, qu'il y a des gens qui vont être capables de mettre à distance la famille. Je pense que pour ça, il faut aussi avoir construit un socle solide à côté. C'est-à-dire si vraiment on est extrêmement isolé, qu'on est embourbé dans nos liens d'attachement à la famille, qu'ils soient toxiques ou pas, c'est un point de vue très extérieur, mais qui sont quand même là. Ça va être peut-être compliqué de tout mettre de côté. Et peut-être que là, on ira vers des techniques de comment trouver des stratégies pour ne pas rentrer dans certains types de conversations. Pour peut-être aussi proposer d'autres choses pour partager du lien que les repas. Ça peut être des jeux, des balades, etc. où on va sortir un peu de ça. Et après, ça, je pense que si on veut vraiment couper le lien, ça demande d'avoir un socle un peu solide à côté. En fait, un peu la famille choisie, si on peut dire ça comme ça, qui va nous accompagner là-dedans, parce que c'est quand même un choix mais c'est à faire. faisable et parfois conseillé. Ouais, finalement. Ça peut. Et après, je pense que ça sera jamais extérieur. Enfin, moi, jamais je conseillerais à quelqu'un dans la thérapie en mode quittez votre famille. Ouais, Par contre, si la personne le choisit, c'est de l'accompagner dedans. Après, je pense qu'il y a peut-être des entre-deux aussi. Quand vraiment il y a une toxicité, bien sûr, mais je pense que parfois c'est juste d'accepter que la personne en face, elle fait pas forcément ça contre nous, ou ça ne parle pas de nous. C'est vraiment, ça parle de leurs croyances. À elle. Et j'ai tellement en tête, bien sûr, que les arrière-grand-mères qui ont vécu la guerre, la famine, finir son assiette, ça va être un peu comme une preuve d'amour et c'est en mode, en fait, je te passe le relais de mes croyances parce qu'en fait, je t'aime et que t'es de ma famille et que du coup, je te donne un peu mon package des croyances. Moi, j'appelle ça de l'amour un peu mal dirigé, quoi. Enfin, je crois que des fois, ne serait-ce que d'avoir conscience de ça, de se rendre compte en mode, ça ne parle pas de moi, ce n'est pas contre moi, mais c'est elle. Moi, je trouve que souvent, ça crée un peu un... Et du coup, c'est un peu comme si ça pouvait un peu glisser, de sorte, prise de distance nécessaire pour aller mieux. Tu me parlais de disque rayé. Moi, j'ai une méthode que j'explique un petit peu aux patients, c'est celle du miroir. Tu vas me dire ce que t'en penses. Je pense notamment, alors on va prendre un autre exemple que les fêtes de Noël. Ces personnes qui viennent nous embêter pendant la pause déjeuner, type, non mais t'es sûr que tu vas manger des pâtes, ça fait grossir. T'as oublié ce que je t'ai dit? J'ai des hanches et j'en suis fier. Je leur propose de faire vraiment l'effet miroir, c'est-à-dire que pour répondre à ces personnes, on va leur dire j'ai l'impression que tu as un problème sur ton alimentation, que tu as peur des pâtes, est-ce que tu as envie d'en parler? Qu'est-ce que tu en penses de cette technique-là? Je trouve ça intéressant de renvoyer à l'autre. Des fois, ça peut être d'éclaircir en mode qu'est-ce que tu entends par là? Effectivement, du coup, tu trouves qu'il y a un problème avec les pâtes, etc. Et de proposer d'en parler. J'avais un peu ça en tête aussi tout à l'heure que j'avais envie de parler, c'est de renvoyer en disant tiens, je vois que toi, avec l'alimentation, t'es plutôt t'as telle croyance ou tu penses ça, du coup moi j'ai d'autres informations, est-ce que tu veux qu'on en parle ou est-ce que je peux te le partager? Mais je trouve que ta technique elle est vraiment chouette parce que du coup ça renvoie un peu à l'autre, ça le fait entendre ce qu'il est en train de dire. Souci, moi je le vois alors plutôt dans un côté malsain, côté un peu vilain, mais le fait est que les personnes n'aiment pas trop parler d'elles et quand on insiste là-dessus, ça peut permettre aux personnes d'arrêter de faire des commentaires. Moi, je le vois plutôt comme ça. Pour conclure, est-ce que tu aurais 3 tips à nous donner pour survivre au repas de famille? On a beaucoup parlé d'affirmation de soi et de commentaires et quoi dire. Je pense que peut-être c'est de le préparer en avance, c'est-à-dire quand on est dans l'émotion, on a beaucoup plus de mal à raisonner, à faire des choses. Donc ça peut être soit s'entraîner, en vrai, que ce soit avec un thérapeute parce que on appelle ça du jeu de rôle, voilà, mais même avec des amis de dire et de s'entraîner jusqu'à ce qu'on se sente à l'aise. Mais ça peut être aussi d'en parler avant, en amont de Noël, en disant voilà, souvent on parle de ce qu'il y a dans l'assiette. J'aimerais bien qu'on en parle parce que moi ça me met mal à l'aise et voilà comment on peut éviter ça. Donc ça c'est vraiment ok la technique de communication, mais chacun son niveau et on n'est pas obligé de le faire à chaud. Je trouve qu'il y a vraiment des tips très concrets de faire des pauses à table, en fait sortir un peu de cette frénésie, respirer, se recentrer, c'est ça, respirer en mode je pose mes couverts, je me ressens, je respire, comment je me sens, j'en suis où de ma satiété, ma faim, etc. Je crois se servir soi-même aussi des fois, c'est peut-être un tips bête mais c'est de l'affirmation de soi finalement aussi. Mais au lieu d'être que dans la communication, l'affirmation de soi c'est aussi dans nos actions, je trouve. Du coup ça va être peut-être préparer certains repas et se servir en plus de comment je peux communiquer avec l'autre en fait. Aussi comment créer du lien autrement que autour des repas parce
parce que je crois que en famille, en France, il y a vraiment un truc autour du lien dans les repas et c'est super parce que c'est important, ça fait partie des 3 piliers de l'alimentation, créer du lien. Mais je crois qu'en fait, on peut aussi créer du lien autrement et du coup, c'est comment aussi peut-être être gage de propositions est-ce qu'on n'irait pas se balader, est-ce qu'on n'irait pas faire un jeu, est-ce qu'on n'irait pas sortir un peu des repas de Noël. Top. Merci beaucoup, Alizée. Merci à toi. Je rappelle qu'on peut retrouver tes ateliers sur Internet. Je mets le lien en description juste là. J'espère que ces conseils vous aideront à aborder les repas de famille avec plus de sérénité. En tous les cas, moi, je vous souhaite de bonnes fêtes et à très vite. Avant de vous quitter, petit exercice. Vous pouvez mettre les réponses dans les commentaires pour voir et vous inspirer les uns les autres. Essayez de trouver votre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'au mois de janvier, vous devez commencer à prendre un peu plus soin de votre assiette, de votre corps, etc. En attendant, je vous dis à très vite, passez de bonnes fêtes et prenez soin de vous.